Bien. Donc on a vu la distinction pour Brentano entre les deux premiers types d'états mentaux. Vous y êtes? Vladimir, Justine? Entre les deux premiers types d'états mentaux, la présentation et le jugement. Alors je fais un petit pas de côté maintenant pour vous parler d'une distinction qui va nous aider à comprendre Brentano et que par ailleurs vous devez connaître parce qu'elle est omniprésente dans les recherches contemporaines en philosophie de l'esprit, en éthique, en philosophie du langage, etc., qui est la distinction entre les attitudes objectuelles et les attitudes propositionnelles, que vous avez peut-être déjà rencontrées. Qu'est-ce que c'est que cette distinction? Les attitudes, c'est les états mentaux qu'on a dans notre tête, les actes de Brentano, okay, qui sont intentionnels, toujours. Maintenant, on oppose souvent ces deux attitudes-là, dont voici deux exemples. Julie voit un arbre, Julie juge que le café est amer. Donc, Julie, c'est la personne qui a l'attitude. Voir, c'est ce qui dénote l'attitude en question, le mode intentionnel dans la terminologie de Brentano, de même que juger ici. Et la différence importante, elle est que ici, vous avez comme complément de l'attitude un nom, alors qu'ici, vous avez comme complément de l'attitude une proposition. Le café est amer. C'est pour ça qu'on appelle cette attitude propositionnelle. Julie juge que le café est amer. Et que cette attitude-là, on appelle une attitude objectuelle. Julie voit un arbre. Okay? Juste au niveau grammatical, dans la description des attitudes, dans le langage, vous voyez qu'il y a une distinction entre les attitudes dont l'objet est décrit par un nom et les attitudes dont l'objet est décrit par une phrase. Les premières sont ce qu'on appelle les attitudes objectuelles, les secondes des attitudes propositionnelles. Si vous avez attrapé ça, vous avez attrapé l'essentiel. Maintenant, je vais creuser un peu cette distinction-là, mais l'essentiel est là. Si vous vous demandez comment est-ce qu'on exprime les attitudes objectuelles dans le langage, voir ici, pour ceux qui ont fait de la philosophie du langage, et on le reverra l'année prochaine, au second semestre, voir, c'est un prédicat relationnel. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous mettiez deux noms, Julie et un arbre, pour former, ou deux expressions nominales, pour former une phrase. Okay? Juge que, ici, on met le que dans l'expression juge, ce n'est pas un prédicat. Parce que pour faire une phrase à partir de juge que, vous devez mettre un nom d'un côté, mais vous devez mettre une phrase de l'autre. Le café est amer. Ça, c'est ce que certains philosophes, après Arthur Pryor, ont appelé un prénecteur. Hein, c'est une expression qu'il faut compléter par un nom d'un côté et une phrase de l'autre. Un prédicat, c'est une expression que vous complétez qu'avec des noms pour faire une phrase. Okay. J'anticipe un peu sur le cours de philo du langage, mais si vous avez déjà... donc là, vous avez la même chose, forme grammaticale, voix, nom, nom, tandis que juge que, vous avez nom, juge que, phrase. Okay. Nos attitudes objectuelles, si on veut décrire ce sur quoi elles portent sur des objets. Vous voyez un arbre, c'est un objet. Si vous voyez que l'arbre est vert, ce n'est pas un objet, ça. C'est ce qu'on appelle parfois un état de choses ou un fait. Okay? Le fait que l'arbre est vert. Ou juger que le café est amer. Le café est amer, vous voyez que c'est décrit par une phrase. Qu'est-ce que décrivent ces phrases? En métaphysique, cette fois, puis en linguistique, en philosophie du langage, mais sur quoi portent ces phrases? Elles portent sur ce qu'on appelle des états de choses ou des faits. Okay? Le fait que le café est amer, le fait que l'arbre est là, le fait que l'arbre est rouge, etc. Okay? Alors ça, c'est une distinction importante à différents égards, mais c'est une distinction que vous voyez assez facilement quand vous regardez maintenant nos différentes attitudes. Et vous vous rendez compte que certaines, elles sont à la fois l'un ou l'autre. Si vous regardez la perception, vous dites que vous pouvez voir un arbre, mais vous pouvez aussi voir que l'arbre est dans le jardin. Okay? Vous pouvez voir Julie, mais vous pouvez voir que Julie sourit. Donc la perception, il peut y avoir des perceptions qui sont des attitudes objectuelles et d'autres perceptions qui sont des attitudes propositionnelles, au moins en apparence. Et puis vous avez une grande question qui a animé beaucoup les philosophes au XXe siècle, c'est de savoir quelles sont les plus fondamentales. Est-ce qu'on peut tout réduire à des attitudes propositionnelles ou à des attitudes objectuelles? Et pour simplifier les choses, mais c'est très largement vrai, dans le cadre de la philosophie analytique, on a eu tendance à réduire toutes les attitudes à des attitudes propositionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, réduire toutes les attitudes à des attitudes propositionnelles? C'est de faire le type de réduction suivante. De dire si Vladimir désire une glace, apparemment, on a Vladimir désire une glace. Donc on a l'impression que c'est une attitude objectuelle.
Mais en réalité, ce n'est pas vraiment une attitude objectuelle, c'est une attitude propositionnelle déguisée, parce que quand Vladimir désire une glace, ce qu'il désire, c'est manger une glace. Il désire que Vladimir mange une glace. Okay. Donc ce qui semble être une attitude objectuelle, en réalité, c'est une attitude propositionnelle. Je vous mentionne juste ça pour que vous voyez le type de débat qu'on peut faire avec cette distinction-là. Vous pouvez garder les deux types d'attitudes primitives et dire on a besoin des deux, ou vous pouvez dire moi je pense que toutes les attitudes sont propositionnelles, ce qui a été largement la position des philosophes, enfin d'un grand nombre de philosophes analytiques du XXe siècle, ou vous pouvez dire, et là vous n'allez pas en revenir, accrochez-vous à vos chaises, comme Brentano, que toutes les attitudes sont objectuelles, qu'il n'y a pas d'attitude propositionnelle. Ça, c'est la position de Brentano. Okay. Au fond, ces trucs-là, à droite, peuvent être réduits à ces trucs-là, à gauche. Toutes les attitudes portent sur des objets. Okay. Alors, pourquoi est-ce que Brentano dit ça Et qu'est-ce que ça implique pour la distinction entre la présentation et le jugement? Quand on vous demande comment distinguer la présentation et le jugement, on a vu comment le fait Brentano maintenant. Une hypothèse naturelle, ce serait de dire la chose suivante, mais ne le dites pas, enfin ne le dites pas, ne le mettez pas dans la bouche de Brentano, ce serait de dire la chose suivante, ce serait de dire la présentation, elle a un contenu objectuel, j'ai une présentation de Jessica maintenant, et le jugement, il a un contenu propositionnel. Je juge que Jessica est là. Okay. C'est assez naturel quand on utilise les verbes présenter et les verbes juger que de s'appuyer sur cette distinction-là. Ce n'est pas la distinction que veut faire Brentano. Enfin, ce n'est pas la manière dont Brentano veut tracer cette distinction. Donc, ce qui distingue la présentation du jugement, ce n'est pas qu'elles ont un contenu différent, que ce sur quoi elles portent est dans un cas un état de choses ou dans l'autre cas un objet. Ce qui distingue la présentation du jugement pour Brentano, revenez à ce que je vous disais au tout début de cette séance, c'est le mode intentionnel. Okay. Donc quand vous voulez distinguer des états mentaux, vous pouvez distinguer ce sur quoi ils portent, les types d'états mentaux, et vous pouvez distinguer la façon dont ils portent sur ce sur quoi ils portent. Vous pouvez dire il y a la perception des couleurs, il y a la perception des sons. Okay. Là, par exemple, vous distinguez la vue de l'audition en fonction de ce sur quoi portent la vue et l'audition. Mais vous pouvez aussi dire il y a la vision de la table et il y a l'audition de la table. Ici, vous avez un même objet et deux manières de se rapporter à l'objet. Ça, c'est l'idée de mode intentionnel. Okay. Ici, vous pourriez distinguer la présentation et le jugement. C'est très intuitif de le faire en disant la présentation porte sur des objets alors que le jugement porte sur des états de choses. Le fait que Jessica est là, mais non, il ne faut pas faire ça, dit Brentano. L'un et l'autre portent sur des objets. Et en réalité, toutes les attitudes ont un contenu objectuel selon Brentano. Voici ce qu'il dit. Suivant une opinion très courante, le jugement consisterait en une liaison qui s'effectuerait dans le domaine de notre présentation. Compris de la sorte, ce qui distingue le jugement et la simple présentation ne serait en réalité rien d'autre qu'une différence entre le contenu du jugement et le contenu de la pensée simplement présentationnelle. Toute pensée portant sur un certain mode de liaison ou de relation entre deux caractères serait un jugement, tandis que toute pensée qui ne comporterait aucune relation de ce genre avec son contenu devrait être appelée une simple présentation. J'enlève juste mon portant surnuméraire. OK, donc il dit la seule manière dont les philosophes avant moi ont essayé de distinguer présentation et jugement, c'est en disant la présentation elle porte sur des objets mais pas le jugement. C'est pas ça. Pourquoi est-ce que c'est pas ça? Souvenez-vous, comme vous l'avez bien vu, c'est vous Charlotte qui avez dit la question, oui, que pour Brentano, la présentation, c'est une forme de, la meilleure façon de le comprendre, c'est sur le mode de la question. Or, vous avez des questions dont le contenu est complexe. Vous pouvez vous demander s'il y a un arbre, ça c'est une question dont le contenu est objectuel, mais vous pouvez vous demander s'il y a un arbre qui est rouge. Okay. Et dans ce cas-là, vous avez une question qui porte sur un contenu complexe, okay, et pas objectuel. Donc ça veut dire que ce n'est pas vrai que toutes les présentations portent sur des objets simples. Et surtout, il y a des jugements dont le contenu est simple, ou dont le contenu n'est pas articulé. En voici quelques-uns. Les perceptions, on l'a vu et revu maintenant. Si vous voyez Vladimir, okay, en fait,
Ça, c'est un jugement pour Brentano. Parce que dans la vision de Vladimir, il y a l'affirmation de sa présence actuelle, de son existence. De la même façon, les jugements de type A existent. On va voir maintenant longuement comment Brentano interprète les jugements existentiels. Pour Brentano, ce sont des jugements qui n'ont pour objet que A, la chose qui existe. Si vous dites Dieu existe, l'objet de votre jugement, c'est Dieu et seulement Dieu, pas l'existence. Alors. Nouvelle citation, s'il est un fait évidemment indéniable, c'est que bien que la perception ne consiste pas dans la synthèse d'une notion de sujet et d'une notion... dans la synthèse... notion de sujet... Ah, j'ai pas mon livre. Je peux vous emprunter le livre. Je venais de relire cette citation. Merci Anastasia. Ne consiste pas dans la synthèse d'une notion de sujet. C'est le « et » qui me manque ici. C'est bien que la personne ne consiste pas dans la synthèse d'une notion de sujet. Et, bah oui, c'est tout simplement « et ». Excusez-moi, merci. Je me disais qu'en relisant qu'il manquait quelque chose, d'une notion de sujet. Ça rapporte pas la synthèse d'une notion de sujet. Ok. S'il est un fait évidemment indéniable, c'est bien que la perception ne consiste pas dans la synthèse d'une notion de sujet et d'une notion de prédicat, et ne se rapporte pas à une telle synthèse. L'objet d'une perception interne n'est au contraire rien d'autre qu'un phénomène psychique, et l'objet d'une perception externe n'est rien d'autre qu'un phénomène physique, son, odeur, etc. Donc ce que vous voyez pour Brentano, c'est toujours des objets. Soit vos actes mentaux par la perception interne, soit des objets externes, Vladimir par la perception externe, ou plutôt des sons, des odeurs par la perception externe. Mais vous ne voyez jamais que quelque chose est le cas. Quand vous décrivez votre perception visuelle comme ça, il faut la reformuler, on va voir comment, en termes d'objets. Alors, comment marche cette théorie du jugement de Brentano? Donc, les présentations portent sur des objets, mais Brentano pense aussi que tous les jugements, et en réalité tous les états mentaux, ne portent que sur des objets. Autrement dit, il n'y a aucun état mental propositionnel. Ça, je vous l'ai dit maintenant. Alors, comment est-ce que Brentano défend cette position qui nous paraît aujourd'hui étrange? Et en particulier, si vous pensez au jugement, peut-être une des attitudes les plus familières pour nous quand on parle de jugement, c'est la croyance, et Brentano veut concevoir la croyance comme une forme de jugement. Vous vous dites que la croyance, elle a un contenu propositionnel. Vous croyez que le cours va terminer à midi, vous croyez que l'examen aura lieu à telle heure, vous croyez qu'il y a une pelleteuse dehors, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que quelque chose comme la croyance n'est pas propositionnel en dépit des apparences, mais est en réalité objectuel? Est-ce que vous voyez, juste avec la notion de croyance, quelle forme pourrait prendre une croyance objectuelle? Vous ne pouvez pas dire « je crois que Vladimir ». Ça, c'est mal formé. Okay, mais il y a une manière d'utiliser la notion de croyance où on a besoin simplement d'un objet en complément. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Est-ce que vous arrivez à utiliser le verbe « croire » sans utiliser un complément propositionnel? Vladimir? Avec le verbe croire, ouais. Comment? Je crois voir. Ah, joli, je crois voir. Alors ça, c'est un complément infinitif. Alors, c'est très compliqué les infinitifs. Il faudrait presque faire un jour un séminaire sur les infinitifs. Peut-être ça ne vous excite pas comme ça, mais en réalité, c'est très excitant. Parce que vous avez au moins deux théories en première approximation. Vous pouvez dire un infinitif, c'est un nom de type d'attitude, ce qui vous donnerait raison. Je crois voir, ça veut dire que je crois, et donc voir serait un nom pour une forme d'attitude. Mais souvent, on dit plutôt que voir, on l'analyse de manière propositionnelle. Je crois voir une pelleteuse, ça va s'analyser en je crois que je vois une pelleteuse, même si ça ne se dit pas comme ça. Et c'est vrai que c'est un peu, on est tenté de faire ça. Et si c'est ça, on retombe dans le propositionnel. Okay, mais bonne tentative et peut-être vrai si on accepte une autre théorie des infinitifs. Justine? Alors, même réponse. Il y a une façon qui n'est pas complètement probante, mais qui nous met sur la voie, c'est quand vous dites croire en quelqu'un. Si vous dites, et en particulier si vous dites je crois en Dieu, dans le cadre de la croyance théiste, ça marche bien. Quand vous croyez en Dieu, ce n'est pas très différent de « je crois que Dieu existe ». Okay. Est-ce que toi tu crois en Dieu?
c'est une manière de dire que vous croyez que cet objet, et prenez pas objet dans un sens inerte ou immatériel ou matériel, objet c'est ce sur quoi porte un état mental, cet objet qui est Dieu, eh bien vous croyez qu'il existe. Okay, et donc vous avez deux manières d'exprimer la croyance, croire que, croire en, et vous pouvez penser à la thèse de Brentano en première approximation en disant croire en, c'est plus fondamental que croire que. Ne dites pas je crois que Dieu existe, dites je crois en Dieu. Okay, il était théiste, Brentano, donc il était content avec les deux croyances, mais ne dites pas je ne crois pas que Dieu existe, dites je ne crois pas en Dieu. Okay, c'est juste pour vous faire... Pour l'instant, on va voir plus en détail maintenant dans la fin de cette séance comment est-ce que Brentano opère cette réduction des contenus propositionnels des jugements au contenu objectuel. Je vous donne juste ça comme une forme d'apéritif pour vous faire sentir la direction dans laquelle Brentano va aller. Alors, quel est son argument pour dire que tous les jugements sont objectuels? C'est l'argument que vous avez ici à l'écran. Première prémisse, tout jugement est existentiel, va dire Brentano. À chaque fois que vous jugez que quelque chose existe, vous affirmez comme existant quelque chose. Deuxième prémisse, tout jugement existentiel est objectuel, donc il n'y a pas de jugement existentiel propositionnel, et donc conclusion, tout jugement est objectuel. Vous vous souvenez ce que ça veut dire, tout jugement est objectuel, c'est pas super excitant dit comme ça, comme thèse, mais c'est l'idée que tout jugement porte sur un objet, n'a pas de contenu propositionnel. Alors on va commencer par la seconde prémisse, qui va nous occuper pendant quelques diapos. On veut comprendre pourquoi est-ce qu'un jugement existentiel est objectuel, ce que ça veut dire et pourquoi il faut l'accepter. Ça va nous ramener à des vieux souvenirs pour ceux d'entre vous qui ont suivi le cours d'introduction à la métaphysique, parce qu'on va tourner autour de la notion d'existence, et vous allez voir que Brentano a une théorie très originale de l'existence qu'on n'a pas étudiée quand on a parlé de l'existence en introduction à la métaphysique. Alors, prenez un jugement existentiel positif. Vous jugez que quelque chose existe, ou quelque chose vous est présenté comme existant. Bon, là, c'est une présentation, mais essayons de garder ça pour l'instant comme la chose qu'on veut comprendre. Donc, vous vous souvenez que pour Brentano, le jugement, ça présuppose la présentation. Et donc, il ne suffit pas que vous ayez la présentation d'une chose pour avoir le jugement, il faut que cette chose vous apparaisse comme existante, qu'elle vous soit présentée comme existante. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette idée de présenter comme existant? L'interprétation propositionnaliste, qu'on a envie de dire standard ou naturelle, c'est de dire vous avez la présentation d'un état de choses, autrement dit, il vous est présenté une proposition, à savoir la proposition que X existe, X comme existant. Si vous faites ça, vous mettez l'existence du côté du contenu. Okay, vous dites que vous voyez Vladimir et vous voyez que Vladimir existe. Okay, vous ne voyez pas seulement Vladimir, vous voyez aussi l'existence de Vladimir. Autrement dit, vous avez une présentation qui porte sur X comme étant existant. Okay, vous voyez que X existe, c'est une proposition. Donc ça, c'est l'interprétation propositionnaliste. Qu'est-ce que c'est que l'interprétation objectualiste? C'est celle de Brentano. Et Brentano dit, en fait, quand vous voyez Vladimir, tout ce que vous voyez, c'est Vladimir. Il n'y a rien d'autre. Okay, il n'y a pas autre chose derrière, vous ne voyez pas une petite couche d'existence qui flotte au-dessus de Vladimir. Vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi la métaphysique, là-dessus, Brentano partage un certain nombre d'intuitions de Hume, pas toujours, mais là-dessus clairement. L'existence, ce n'est pas une propriété perceptive. Vous pouvez voir Vladimir et la couleur des cheveux de Vladimir, vous pouvez voir Vladimir et l'expression de son visage. Ces choses-là, on peut les distinguer, mais quand vous avez Vladimir, ajoutez l'existence au-dessus, il semble que qu'est-ce que c'est en plus l'existence? C'est une propriété totalement évanescente qui ne nous est pas présentée dans la perception. Voir l'existence de Vladimir et voir Vladimir, c'est la même chose, dit Hume. Bon, Brentano, il est sur cette ligne-là. Alors, où est l'existence si elle n'est pas du côté de ce qu'on voit? Proposition très originale de Brentano, l'existence, elle est du côté de l'attitude elle-même. En fait, voir Vladimir, c'est présenter comme existant, il faut le dire très vite, parce qu'il faut le dire du côté de l'état mental. Vladimir, ça c'est l'objet de votre vision. Okay, souvenez-vous, quand on s'est intéressé à la dernière version de la théorie de l'intentionnalité de Brentano, je vous ai dit, j'ai lâché ce gros mot, je vous ai dit, il endosse quelque chose qui est proche de ce qu'on appelle l'adverbialisme.
Quand je vous ai dit, quand vous voyez un dragon et qu'il n'y a pas de dragon, vous avez juste un penseur de dragon, vous pensez dragonnement. Okay. Les adverbes, c'est assez important pour comprendre la position de Brentano, parce que comme il pense que beaucoup de différences ne relèvent pas du contenu, mais du mode intentionnel, que le mode s'exprime par des verbes, ces différences-là, vous allez les exprimer par des adverbes. Okay. Donc, l'adverbe ici, comme existant, ce n'est pas une propriété que vous attachez à un objet, mais c'est une propriété, un adverbe que vous attachez à la présentation. Une façon de se rapporter à Vladimir, c'est de le voir comme existant. Okay. Mais c'est dur à bien expliquer, peut-être. Ah oui, j'ai ça là. Ah, ouais. Vous voyez, le comme existant, il est du côté de l'acte mental. Ça, c'est le mode du jugement. Okay. Vous avez la présentation, puis vous ajoutez à la présentation le comme existant, et le X, c'est Vladimir, ici. D'accord ? Avec l'existence, vous ne voyez pas l'existence d'une chose, vous voyez comme existante une chose. L'existence est placée du côté du mode et pas du côté du contenu. Et c'est pour ça que ma petite introduction sur croire que, croire en peut vous aider. Qu'est-ce que c'est que voir l'existence de Vladimir? Vous pouvez dire, c'est croire que Vladimir existe. Si vous êtes là-dessus, vous êtes du côté des propositionnalistes. Mais vous pouvez dire d'un autre côté, c'est croire en Vladimir. Alors croire en Vladimir, c'est un peu ambigu, parce que ça veut dire croire ce qu'il dit. Ça, il ne faut pas forcément le faire. Mais croire en Vladimir, ça peut aussi vouloir dire croire que Vladimir existe. Et ça, il faut le faire. Okay. On est au moins d'accord là-dessus. Ça va, ça? C'est dur de le dire justement. Dans le langage, ça croche un peu quand on essaye de l'exprimer, mais j'espère que l'idée générale vous est familière maintenant. Enfin, familière, vous la saisissez. Okay. L'existence n'est pas dans le contenu. Cette idée-là, elle va avoir des ramifications très intéressantes. Ça peut vous sembler être une petite chose anodine, mais en fait, il va y avoir, grâce à ça, des programmes de recherche entiers qui s'ouvrent sur comment comprendre certaines expressions linguistiques, certaines distinctions entre les états mentaux, et comment comprendre en particulier les deux états mentaux que vous avez là à l'écran, qui sont rejetés et acceptés. Okay. Vous vous souvenez que pour Brentano, dans la deuxième classe, donc le jugement, ça vient toujours en deux pôles, rejeté et accepté. Comment comprendre ces deux types d'états mentaux-là? Si vous êtes... Ben vous allez me dire, vous allez travailler un peu là. Donc supposez que vous soyez propositionnaliste. Autrement dit, supposez que quand vous jugez que Vladimir existe, vous jugez que Vladimir exemplifie la propriété d'exister. Okay. Comment vous allez comprendre l'idée de rejeter l'existence de Vladimir, de rejeter que Vladimir existe? Vous avez une solution simple pour faire ça? Vladimir? Ah non, on est chez les propositionnalistes là. Là, vous allez chez Brentano déjà. Si vous êtes un propositionnaliste, vous dites, qu'est-ce que c'est que croire que Vladimir existe? C'est croire que Vladimir exemplifie l'existence. Okay. C'est quoi la croyance opposée à ça? Le rejet de l'existence de Vladimir. Comment est-ce que vous allez formuler ça? Allez-y. Exactement, vous allez dire, vous croyez que Vladimir n'exemplifie pas la propriété en question. Donc vous allez placer la distinction entre le rejet et l'acceptation au niveau du contenu. Okay. Là, je vous ai mis avec un être à peine plus parfait que Vladimir. Juger que Dieu existe, c'est présenter Dieu comme existant dans cette optique. Et juger que Dieu n'existe pas, c'est présenter Dieu comme n'existant pas. Okay. Vous voyez que j'ai mis des crochets pour dire c'est le contenu qui change ici. Et donc à l'arrivée, vous n'avez qu'une attitude qui a des contenus différents. Comme l'existence est dans le contenu, sa négation l'est aussi. Donc la différence entre rejeter et dénier, la différence entre rejeter ou dénier et accepter d'autre part, ça peut juste être réduit à une différence de contenu. Dans un cas, vous avez une contenu dans laquelle l'existence est attribuée. Dans l'autre cas, vous avez un contenu dans lequel l'existence n'est pas attribuée. Okay. Donc à l'arrivée, pour les propositionnalistes, vous n'allez pas prendre au sérieux, vous n'avez en tout cas pas de raison de prendre au sérieux la distinction entre rejeter et accepter. Vous allez juste dire, oui, cette distinction-là, c'est juste une différence de contenu. Donc rejeter l'existence de Dieu, c'est comme affirmer que Dieu n'existe pas. À l'arrivée, tout ce qu'on a, c'est de l'affirmation, si vous voulez, ou du jugement positif. Okay. Vous avez de l'affirmation, puis vous avez de l'affirmation qui a un contenu négatif, mais c'est toujours de l'affirmation. Si vous dites Dieu n'existe pas, c'est que vous affirmez que Dieu n'existe pas.
Autrement dit, accepter et rejeter, je reformule, selon l'approche propositionnaliste orthodoxe, ce ne sont pas deux attitudes opposées, mais c'est une même attitude qui a des contenus opposés. Pourquoi je vous dis ça? Parce que maintenant, vous allez voir que pour Brentano, évidemment, on ne peut pas dire ça. Pour lui, rejeter et opposer, c'est bien deux attitudes différentes. Vous ne pouvez pas réduire ça au contenu. Pour Brentano, il n'y a pas de différence entre affirmer A et affirmer que A existe. Ça, c'est l'aspect humien de sa proposition, je vous l'ai dit. Et donc, vous ne pouvez pas réduire le rejet à l'acceptation de la proposition contradictoire. Ça dit un peu de manière lourde, mais comment est-ce que Brentano va comprendre accepter Vladimir? Acceptons Vladimir. Ça veut dire on va tenir pour existant Vladimir. Okay? Qu'est-ce qui se passe si on pense que Vladimir n'existe pas? On rejette Vladimir, autrement dit, on tient pour non existant Vladimir. Ça, vous voyez que c'est deux attitudes qui ont le même objet, et ce n'est pas un contenu propositionnel, c'est un objet X, vous pouvez remplacer par Vladimir ici. Donc vous avez dans l'interprétation objectualiste de Brentano, vous avez l'acceptation et le rejet sont deux attitudes différentes qui ont le même objet. Okay? Donc je récapitule. Pour la théorie propositionnaliste, l'acceptation et le rejet, c'est la même attitude qui a des contenus différents. Dans tous les cas, vous affirmez soit que Vladimir existe, soit que Vladimir n'existe pas. Une attitude de contenu. Pour Brentano, c'est l'inverse. Vous avez deux attitudes et un même contenu. Soit vous acceptez Vladimir, soit vous rejetez Vladimir. Le contenu, c'est toujours Vladimir. Okay, et vous avez tenir pour existant Vladimir ou tenir pour non existant Vladimir. Je sens que vous froncez les sourcils. Charlotte, ça va? Ouais? Sûr? En anglais, c'est un peu plus facile à expliquer parce qu'en anglais, vous avez disbelief. Okay? Vous avez la croyance et puis vous avez la mécroyance, la croyance opposée. Et vous avez la question de savoir s'il faut penser que, donc, if you believe that Jessica exists, is it the same thing as disbelieving that Jessica does not exist? Est-ce que croire que Jessica existe, c'est la même chose que mécroire que Jessica n'existe pas? Croire et mécroire. Est-ce que c'est deux attitudes différentes qu'on peut réduire à des différences de contenu, ou est-ce qu'il faut vraiment accepter qu'il y a des attitudes mentales différentes? Et à ce moment-là, vous devez chercher dans la tête, si vous voulez qu'il y ait des oppositions qui soient vraiment psychologiques ici. Je ne sais pas si ça vous aide, cette petit détour par l'anglais, mais c'est l'idée. Est-ce qu'on accepte une différence psychologique entre l'acceptation et le rejet, ou est-ce qu'on la réduit à une différence de contenu entre ces attitudes? Je vous lis Brentano en espérant que ça clarifie un peu ça. Quand nous disons « A et », cette proposition n'est pas, comme beaucoup l'ont cru et le croient encore aujourd'hui, un jugement attributif dans lequel l'existence est, en tant que prédicat, unie à A en tant que sujet. Okay, vous avez l'impression que A est, vous avez A, c'est le sujet, puis on lui attribue l'existence. L'objet reconnu et affirmé n'est pas l'union du caractère existence à A, c'est A lui-même. Ça, c'est du Hume. Quand vous voyez l'existence de Paul, vous voyez Paul. Et vous ne voyez pas quelque chose en plus. De même, quand nous disons A n'est pas, ce que nous nions n'est pas l'attribution de l'existence à A, ce n'est pas à l'inverse la liaison du caractère existence avec A, c'est A lui-même. Vous niez A, vous niez Vladimir. Qu'est-ce que c'est que nier Vladimir? C'est voir comme non existant Vladimir. Okay. Je reformule inlassablement cette distinction parce qu'elle est importante, mais j'ai du mal à bien l'expliquer. Est-ce qu'il reste des perplexités dans vos esprits à ce sujet? Oui, Claire. Vous êtes cruel. Comment je peux faire ça mieux? Prenons un exemple comme la perception. Donc vous voyez ce dossier de la chaise et il est bleu. Okay. Sa couleur vous est présentée dans la perception. Si vous êtes un propositionnaliste, vous allez dire vous voyez que la chaise est bleue. Donc autrement dit, vous voyez que la chaise exemplifie la propriété d'être bleue. Okay. Donc vous avez voir, ça c'est ce qu'il y a dans votre tête, et que la chaise est bleue, ça c'est ce qui est dehors dans le contenu, ce qui vous est présenté. Okay. Maintenant, si vous êtes Brentano, vous n'allez pas dire ça.
si vous êtes un objectualiste, vous allez dire non, en fait, tout ce que vous voyez, c'est la chaise. Mais il est où le bleu alors, vous allez dire? Eh bien, le bleu, il est dans la tête. Vous voyez la chaise bleuement. Okay. Ces adverbes bizarres qu'on met si on veut être... Vous voyez bleuement la chaise. Quelle est la bonne description? Donc vous avez deux possibilités pour décrire votre expérience de la chaise comme bleue. Soit vous dites, vous voyez que la chaise est bleue, ça c'est la version propositionnaliste, soit vous dites, vous voyez bleuement la chaise. Okay. Dans un cas, le bleu tombe du côté de la chaise, si vous voulez, de l'objet. Dans l'autre cas, le bleu tombe du côté de la façon dont vous voyez les choses. Est-ce que ça, c'est clair comme distinction? Ben, Brentano, il fait pareil pour l'existence. Okay. Maintenant, vous remplacez bleu par existant. Soit vous voyez que la chaise existe, et là, vous êtes propositionnaliste. Soit vous voyez existamment, je ne sais pas comment faire un adverbe avec ça, la chaise, et à ce moment-là, vous êtes du côté de Brentano. L'existence est du côté de la manière dont vous percevez les choses, et pas dans le monde, pas du côté des choses que vous percevez. Ça va mieux comme ça? Oui? Non? Écoutez, c'est dur à formuler bien et c'est une objection à Brentano de dire ta thèse, on n'arrive pas à la formuler dans un langage correct. Très souvent, il faut faire des détours invraisemblables. Il y a plusieurs raisons de l'accepter qu'on va voir dans un instant. Moi, enfin, personnellement, je ne l'achète pas. Moi, je pense qu'il faut les deux attitudes. Je pense qu'il ne faut ni réduire à propositionnaliste à attitude propositionnelle à objectuelle, ni objectuelle à propositionnelle, qu'il y a juste deux types d'attitudes. Mais il faut voir quand même l'intérêt de la thèse de Brentano, en particulier pour l'existence. Souvenez-vous pour ceux qui ont suivi le cours d'introduction à la métaphysique, de l'enfer que c'est que de comprendre cette propriété d'existence. On a l'impression d'en avoir besoin tout le temps, on veut savoir ce qui existe ou pas, et d'un autre côté, c'est impossible de mettre le doigt dessus. Pour des raisons simplement humiennes, David Hume, quand je vous disais à l'instant, personne n'a jamais vu l'existence. Il n'y a pas de différence entre voir la table et voir que la table existe. Ce n'est pas comme une couleur supplémentaire, une couche qui vient s'attacher à la table. Donc, si vous mettez l'existence du côté des actes mentaux, vous avez le début d'une réponse à la question de la nature de l'existence. On va voir la fin de la réponse, sans doute pas aujourd'hui, mais la prochaine fois. Mais il y a au moins cette motivation-là au départ pour prendre toutes les attitudes comme étant objectuelles. Alors, l'existence, non, je vous ai dit la prochaine fois, mais il est quelle heure? OK, 12 minutes. Il faut que vous souffliez un grand coup parce que ça, c'était dur. Là, on est dans le plus dur, je pense, sur Brentano. Si vous avez attrapé ça, après, vous verrez que le reste, ça déroule beaucoup plus facilement. Et c'est aussi un aspect absolument inventif de sa théorie. Donc, l'existence, en un sens, Brentano la psychologise, si vous voulez. Fait pas partie des choses que vous percevez, des choses auxquelles vous vous rapportez, ça fait partie d'un mode de présentation de l'objet. Il y a des choses que vous voyez comme existantes, et c'est ça le jugement. Et il vient en deux versions, le jugement, voir comme existant, voir comme non existant. Okay, ça, c'est le jugement-rejet. OK, donc on sait maintenant ce que c'est que pour Brentano de tenir un objet pour existant, mais on a envie de dire oui, mais c'est quoi maintenant l'existence, indépendamment de la manière dont on la conçoit? Autre manière de formuler sa question, oui, c'est très bien de nous dire que l'existence, c'est dans la tête, mais quand est-ce qu'un jugement est correct ou quand est-ce qu'un jugement est incorrect? Donc, je juge que Vladimir existe. C'est un jugement pour Brentano qui n'a pour objet que pour Vladimir. Je vois existamment Vladimir, qui est mon seul objet. À quelles conditions ce jugement est correct? OK, il est correct ce jugement, parce que Vladimir, il existe. Mais je ne peux pas dire parce que Vladimir, il existe, vu que ça serait de dire, ça serait accepté qu'il y ait de l'existence dans la réalité. Donc, qu'est-ce qui fait que ce jugement est correct? Et c'est là que vous avez un pont magnifique entre, et c'est une des autres caractéristiques remarquables de l'œuvre de Brentano et de tous ses successeurs, vous verrez que c'est le cas chez Meinong, vous verrez que c'est le cas chez Husserl, entre des questions qui ont trait à la psychologie descriptive et des questions qui ont trait à la métaphysique, à savoir ce qu'il y a dans le monde. Pas dans le sens où on veut concevoir ce qu'il y a dans le monde sur la base de ce qu'on décrit de l'esprit, on n'est pas en train de dire tout ce qui existe, c'est ce qu'il y a dans notre tête, pas du tout. Mais grâce à la clarification de certaines questions psychologiques, on a une clarification d'autres questions métaphysiques. Alors, qu'est-ce que c'est pour un objet que d'exister? Ça, c'était ce qu'on traitait en un cours d'introduction à la métaphysique pour ceux d'entre vous qui étaient là. Première réponse, on se sort un peu de Brentano maintenant, c'est de dire exister, c'est avoir la propriété d'exister. On a vu plein de problèmes avec ça, et on a vu que Brentano, lui, refuse absolument
de considérer l'existence comme une nouvelle propriété des objets dans le monde. Okay. C'est pour ça, pour lui, que les jugements d'existence sont des jugements objectuels. On n'attribue pas de propriété d'existence à un objet. On pourrait se dire d'un autre côté, bon, ben, ok, maintenant c'est facile, on a Brentano, il nous dit que l'existence, elle est du côté de l'attitude. On va dire que ce qui existe, c'est ce qu'on juge. Okay. C'est l'objet de nos jugements. Mais ça ne va pas, ce serait du subjectivisme au sujet de l'existence. Or, on peut se tromper. Vous pouvez juger que Vladimir n'existe pas, à ce moment-là, vous vous trompez parce que Vladimir existe. Ou vous pouvez juger que les licornes existent, que le Père Noël existe, peut-être avez-vous jugé un jour, vous vous trompez, vous vous trompiez, le Père Noël n'existait pas. Donc on peut se tromper sur des jugements d'existence. Donc on ne peut pas simplement dire qu'exister, c'est être accepté, c'est être jugé positivement. Et que ne pas exister, c'est être jugé négativement. On pourrait utiliser la théorie quantificationnelle de l'existence, je vous en fais grâce ici, mais il y aurait le même problème que pour la première réponse. Donc quelle va être la réponse pourquoi est-ce que j'ai mis George Clooney ici? J'essaie de me souvenir de ma blague. What else? Ah bon, c'était what else. Ok, si ce n'est pas ça, quelle est l'autre solution qu'on peut avoir pour comprendre l'existence? Et c'est là où vous avez une théorie géniale de Brentano, qu'elle soit vraie ou fausse, qui est en tout cas très bien trouvée. Exister, dit Brentano, ça n'est rien d'autre que de devoir être accepté, d'être digne d'être accepté. Ce n'est pas être accepté tout court, parce que ça voudrait dire qu'on ne peut pas se tromper, qu'à chaque fois qu'on est accepté, on existe. Et donc, si vous acceptez le Père Noël existe. Non. Exister, c'est être tel qu'on mérite d'être accepté. Alors, il y a une façon un peu existentialiste, morale sirupeuse de comprendre ça. Il faut que vous... C'est pas j'existe, je mérite d'être accepté. C'est pas du tout ça, Brentano, d'accord? On veut juste savoir... Là, on va parler après de l'amour, des sentiments, etc. Mais ce n'est pas l'acceptation dans un sens je t'aime bien, je ne veux pas te rejeter, etc. C'est l'acceptation dans le sens prendre pour existant. Eh bien, Brentano va dire une chose existe s'il est correct de la prendre pour existante. Donc X existe, c'est équivalent à X doit être accepté. X n'existe pas, c'est équivalent à X doit être rejeté. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que le Père Noël n'existe pas? On dit que l'attitude correcte à avoir vis-à-vis du Père Noël, c'est de le rejeter. Okay. Alors ça paraît bizarre, mais ça annonce une thèse dont Brentano va être le premier défenseur aussi clair et qui va avoir un impact considérable sur la métaéthique contemporaine et de toute la seconde moitié du XXe siècle au moins, qu'on appelle, ce que vous entendez parfois sous le terme d'attitude de buck passing theory of value, l'attitude de la théorie de la patate chaude, pour traduire, ou la fitting attitude analysis of value. Qu'est-ce que c'est que cette analyse-là? C'est une petite parenthèse ici. Là, on s'intéresse à l'existence, mais Brentano va faire pareil pour les propriétés axiologiques, les valeurs. Qu'est-ce que c'est qu'être bon? Les valeurs, c'est un peu, la même difficulté qu'avec l'existence. On ne les voit pas bien, ce n'est pas comme les couleurs, on ne peut pas les observer. Donc on est un peu embarrassé pour savoir quoi faire des valeurs. Enfin, on ne peut pas les observer, certains disent, moi je pense que si, mais beaucoup pensent qu'on ne peut pas voir les valeurs. Brentano va dire, bah, c'est facile, être bon, c'est être digne d'être aimé, c'est devoir être aimé. Qu'est-ce que c'est pour Vladimir que d'être bon? C'est être tel que si on a une attitude vis-à-vis de Vladimir, ça doit être l'amour. Okay. Ça ne veut pas dire forcément qu'on l'aime, c'est l'attitude correcte à avoir vis-à-vis de Vladimir. Okay. Donc supposez que vous détestiez Vladimir, ça ne fait pas de Vladimir quelqu'un de mauvais. Ça fait de votre amour un amour incorrect. Votre haine, une haine incorrecte, pardon. Ça fait de votre haine de Vladimir une haine incorrecte, parce que Vladimir, il est bon, on le sait tous. Okay. Donc il faut l'aimer. Donc on va définir ce que c'est qu'être bon en termes de devoir être aimé. Qu'est-ce que c'est pour une chose que d'être bonne? C'est devoir être apprécié, devoir être aimé. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau, pour un tableau d'être beau, c'est devoir être admiré, etc. Ça, c'est pour les valeurs. Ça, c'est une thèse qui est restée très influente aujourd'hui encore. Vous avez des auteurs comme Scanlon, Rabinovitch, qui sera là cet été, et beaucoup d'autres, qui analysent les valeurs de cette manière-là. La thèse sur l'existence, elle a fait moins de bruit, mais elle a exactement la même structure. Qu'est-ce que c'est pour Vladimir que d'exister? C'est simplement de devoir être accepté. Pas dans le sens aimé, mais accepté, devoir être tenu pour existant.
Je vous lis Brentano là-dessus. Quand nous disons que tout jugement affirmatif tient quelque chose pour vrai et que tout jugement négatif tient quelque chose pour faux, cela ne signifie pas que dans le premier cas, le jugement consiste en une prédication de la vérité de ce que l'on tient pour vrai, ni dans le second cas en une prédication de la fausseté de ce que l'on tient pour faux. Donc, vérité, fausseté, c'est comme existence, non-existence ici. Nos développements antérieurs ont fait voir, au contraire, que le sens des expressions n'est qu'un mode particulier de la relation de la conscience avec son contenu, un mode particulier d'immanence, un mode intentionnel. La seule chose qui soit vraie, c'est ceci: celui qui pose quelque chose comme vrai ou comme existant n'affirme pas seulement l'objet. Si on lui demande s'il faut affirmer l'objet, il admettra également son devoir être affirmé, c'est-à-dire sa vérité, ce qui est tout ce qui signifie cette expression barbare. Bon, là, c'est mal dit ou c'est mal traduit, je ne sais pas si c'est moi, il faudrait que je reprenne la traduction originelle, mais qu'est-ce que vous dites quand vous dites que quelque chose existe? Vous dites qu'il doit être affirmé. Qu'est-ce que vous dites quand vous dites que quelque chose est vrai? Vous dites que cette chose doit être affirmée. Okay. Deux citations un peu plus claires. Une de Brentano, une de Kriegel, qui a écrit un très bon livre récemment sur la philosophie de Brentano. L'existant, existierenden, au sens propre, n'est pas un nom qui nomme quelque chose, mais consiste plutôt en quelque chose qui est correctement accepté. Qu'est-ce que c'est qu'exister? C'est juste être correctement accepté. Et puis, Kriegel résume ça, il est très bon pour formuler les choses de manière concise et frappante. Il dit que c'est le dictum de Brentano: to be is to be the fitting object of believe in. Être, c'est être l'objet approprié de la croyance en. La croyance en, c'est la croyance objective. Donc, être, qu'est-ce que c'est qu'être? Eh bien, c'est être digne du fait qu'on croit en vous. Si vous êtes digne du fait qu'on croit en vous, vous existez. Vladimir, êtes-vous digne du fait qu'on croit en vous? Donc vous existez. Okay, et croire en, souvenez-vous que ce n'est pas croire, c'est pas faire confiance ici, mais c'est le croire en qu'on utilise pour croire en Dieu, croire à l'existence de. OK. Alors, ça c'était notre prémisse numéro 2. Tout jugement existentiel est objectuel. J'espère que vous voyez maintenant ce que ça veut dire. Quand vous jugez que quelque chose existe, vous tenez comme existant cette chose. Si vous jugez que Maël existe, vous tenez comme existante Maël. Okay, l'existence est du côté de l'attitude, et ça vous permet de définir ensuite l'existence comme l'objet du jugement approprié et la non-existence comme l'objet du rejet approprié. Ok, c'était un peu acrobatique, tout ça, parce que c'est dur à formuler dans notre langage ordinaire, mais il y a une grande cohérence métaphysique à tout ça. Parce que pour Brentano, vous le verrez quand on verra sa métaphysique, vous n'avez à l'arrivée que des choses. Nous sommes des choses, nous sommes des penseurs de dragons, des penseurs de pelleteuses, etc. Et ce à quoi nous pensons sont des choses. Donc l'ontologie de Brentano, c'est une ontologie qu'on appelle réiste. Il n'y a que des choses partout. On va voir, quand on verra sa métaphysique à la fin de ces séances d'introduction, ce que ça veut dire plus précisément. Mais il y a un alignement parfait entre sa théorie des attitudes mentales, sa psychologie, et sa théorie des entités, sa métaphysique. OK. Alors, il faut que je vous fasse travailler un peu là, parce que là, je vais vous perdre sinon. Donc, je reprends l'argument pour l'objectualisme de Brentano. L'objectualisme, c'est la thèse selon laquelle tout jugement porte sur un objet. Tout jugement existentiel est objectuel, ça c'est la thèse qu'on vient de voir. Sa première thèse, la première prémisse, c'est de dire que tout jugement est existentiel. Est-ce que vous voyez des problèmes avec cette thèse, que tout jugement est un jugement d'existence? Si vous deviez objecter à ça, est-ce que vous voyez des jugements qui ne sont pas des jugements d'existence? Vous en voyez forcément. Pensez à toutes les choses que vous jugez ou dans lesquelles vous pouvez croire. Est-ce que vous croyez que dans l'existence des choses?
Anastasia? Et qu'est-ce que vous pensez sur le Père Noël? Ouais, mais là, alors, pardon, je reformule ma question. Est-ce que vous avez un type de croyance et de jugement qui ne porte ni sur l'existence ni sur la non-existence des objets? Okay. On ne veut pas de jugement existentiel ou anti-existentiel. Gilles? Vous croyez qu'une proposition est vraie? C'est pas mal, mais vous avez vu à l'instant dans les démonstrations que j'ai données que Brentano va traiter l'existence et la vérité de manière assez proche, ici. Pensez à des choses, soyez plus naïfs. Juger qu'une attitude soit bonne ou mauvaise, c'est pas mal, l'attitude de quelqu'un. Est-ce que vous avez d'autres idées dans ce sens-là? D'autres jugements? Allez, il y en a plein des jugements non existentiels. Qu'est-ce que vous avez comme croyance, Vladimir? Qu'une action soit utile, c'est un peu comme ce que vous venez de dire. Encore d'autres jugements? Oui? Pourquoi vous rajoutez ou pas? Que votre voisine de droite soit belle. Ok, ça c'est un jugement. Là, vous m'avez donné que des jugements de valeur. C'est